Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, on va parler de mythologie et plus particulièrement des leçons de vie qui peuvent être tirées des grands mythes de l'histoire de l'humanité. J'ai été invité par ma professeure de psychologie clinique à faire une présentation du travail de Jordan Peterson devant les premières années de licence. Et comme son œuvre est très large, j'ai choisi de me focaliser sur les mythes et sur les leçons de vie qu'on pouvait en tirer pour améliorer notre quotidien. Alors comme je m'adresse à des étudiants de psycho, je vais évidemment relier ça à la psychanalyse et au travail de Freud, mais c'est applicable, je dirais, à n'importe quel type de thérapie par la parole, comme notamment la connexion authentique, et c'est des leçons de vie que vous pouvez extraire et appliquer dans votre quotidien pour apprendre à faire face aux épreuves de la vie, à devenir plus fort et aussi à être une force positive pour votre entourage, votre communauté. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile et vous intéressera, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et je vous laisse écouter ça, c'est en fait l'enregistrement audio de ma présentation sur lequel j'ai rajouté des images. Et voilà, je vous laisse écouter ça et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Ok, alors ouais, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, moi c'est parce que je suis étudiant comme vous. Je m'appelle Clément, je suis en L1 et je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait aux États-Unis parce qu'avant de faire la psycho, j'ai fait un master d'anglais. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un psychologue canadien qui est prof de psychologie clinique à l'Université de Toronto, qui s'appelle Jordan Peterson. Moi, je ne peux plus écrire des trucs. Qui s'appelle Jordan Peterson et qui est en train de devenir massivement connu. C'est-à-dire que sur YouTube, il a 1,5 million d'abonnés. Donc, il est en train de devenir mondialement connu. Et je pense que s'il devient mondialement connu en ce moment, c'est parce qu'il dit des choses qui touchent les gens, particulièrement aujourd'hui. Et du coup, mon but dans ce cours, ça va être de vous présenter son travail à travers les grands mythes, parce qu'il travaille sur plein de choses, mais j'ai choisi un aspect qui est la façon dont il parle des mythes connus. Et je vais essayer de le relier autant que faire se peut au cours de Madame Coty. Et pour commencer, du coup, vous avez dû remarquer que Madame Coty n'arrête pas de faire le lien entre Freud et son contexte historique. Et c'est important parce que l'époque victorienne, il y avait une répression sexuelle très forte parce qu'il n'y avait pas la pilule contraceptive. Donc les femmes tombaient beaucoup plus enceintes et ils étaient beaucoup plus pauvres qu'aujourd'hui. Donc c'était une charge et un danger. Et à côté de ça, il y avait aussi la syphilis qui tuait les gens massivement, et donc il y avait un danger de MST. Et donc une vraie raison de réprimer la sexualité, et ce que Freud a mis en lumière, c'est que ça se traduisait dans l'inconscient des gens. Et Jordan Peterson, embrayant là-dessus et sur les travaux de Jung aussi, dit que c'est aussi vrai pour des histoires qui existaient depuis toujours. C'est-à-dire que l'histoire de la sexualité par rapport à Freud, c'était la période victorienne qui était particulièrement dure sur la sexualité, mais il y a d'autres histoires qui ont toujours existé et qui du coup influencent aussi l'inconscient des gens. Et c'est de ça dont je vais vous parler, c'est un certain nombre d'histoires qui ont toujours existé et qui ont du sens, qui peut être important dans nos vies aujourd'hui. Et le premier type de mythe dont je vais vous parler, c'est les frères ennemis. Donc là, dans ce cours-là, Madame Coty a parlé de la rivalité qu'il peut y avoir entre frères. Et entre frères, mais ce n'est pas que les frères, c'est aussi les adversaires. Dans Harry Potter, il est face à Voldemort. Et quand il choisit sa baguette, Harry, le mec, il lui dit « Cette baguette, elle a une sœur jumelle, qui est évidemment à Voldemort. » Donc, ils sont aussi frères et sœurs, quelque part. Ils sont ennemis, mais leurs baguettes sont sœurs. Donc, ils sont frères de baguettes. Et il y a cette rivalité, et... Vous voyez un peu par rapport aussi à l'histoire du visuel et du pénis, c'est pas loin, frères de baguette. Voilà, ils sont frères de baguette et ils se combattent avec leurs petites baguettes. Et bien évidemment, il y a une baguette qui est la plus puissante, et vous remarquerez que c'est aussi la plus longue. La baguette de la mort, les reliques de la mort, j'en ai regardé 3 hier pour me mettre dans le bain. En plus, j'ai rien fait d'autre que regarder Harry Potter hier, certes, mais ça m'a permis d'avoir cet élément. Voldemort a la baguette la plus longue, mais comme elle n'est pas à lui, elle ne lui appartient pas, donc elle ne lui obéit pas, et bon bref, c'est un autre sujet. Mais
Je voudrais vous parler d'abord du Roi Lion, parce qu'il y a un cours de Jordan Peterson sur YouTube, où pour présenter les travaux de Jung, il parle du Roi Lion pendant 2h30 avec précision. Et c'est vraiment fascinant. Et dans le Roi Lion, on a donc Mufasa, qui est le roi, qui est fort, qui est grand. Il est plus grand que son frère, il est doré, et il est le visage de l'État. Il est celui qui protège, il est celui qui organise, il est la structure. Il est le grand-père, si on veut. Et il a son frère, Scar, qui lui est plus maigre. Il se déplace de façon moins gracieuse. Il est sombre au niveau de ses couleurs. Tout dans son pelage est plus sombre. Il a le visage émacié. On voit physiquement qu'il est plutôt le côté obscur de la force. Et ce qui se passe, c'est que quand Mufasa vient confronter Scar pour la première fois, Scar lui dit en gros « Ouais, mais si t'es roi, c'est la faute de la génétique. » Il ne se remet pas en question, donc il ne prend pas la responsabilité de son malheur, et à la place, il accuse Mufasa, et il dit plutôt que de prendre ses responsabilités et de servir à quelque chose, il va fomenter un complot contre Mufasa. Donc sa faiblesse à lui, Scar, c'est le manque de responsabilité. Et Mufasa, il a aussi une faiblesse, parce qu'il va confronter Scar, mais sans plus. Il sous-estime la potentielle violence de Scar. Et c'est ça qui va causer sa perte, et on le voit le moment où Scar le tue, on voit dans le visage de Mufasa qu'il est choqué. Il est vraiment choqué, il ne réalise pas que Scar était à ce point mauvais. Et c'est pour ça qu'il meurt. Et c'est un peu toujours pareil dans toute hiérarchie, que ce soit dans une grosse entreprise ou au niveau de l'État, quand la structure devient trop mollassonne, ça se morcelle à l'intérieur, la structure s'effondre. Et c'est ça qui se passe avec Mufasa, et qui aurait pu être évité s'il avait écouté Zazu, l'oiseau, mais j'en reparlerai plus tard parce que ça va être important pour la suite. Ensuite, Scar et Mufasa, on peut se dire « Ouais, mais c'est Disney, c'est récent, c'est de la propagande, etc. » On peut se dire ça. Sauf qu'il y a une autre histoire qui a 6000 ans, 4000 ans, par là, qui est l'histoire de Seth et Osiris. Seth et Osiris, c'est des frères. Évidemment, Osiris est l'aîné, donc il deviendra roi. Il représente l'État, c'est celui qui gère en gros le bien-être des humains sur Terre. Et Seth, il est jaloux d'Osiris déjà de par sa position, parce qu'il est jaloux du rôle que joue Osiris, mais ils ont aussi une sœur qui est Isis, et c'était des temps bizarres, hein, Osiris et Isis, ils sortent ensemble. Et Seth, il est jaloux que Isis elle ait choisi Osiris plutôt que lui. Donc il a deux raisons de détester Osiris, mais plutôt que de faire ce que ferait quelqu'un de normal, c'est-à-dire je vais m'améliorer, je vais rencontrer une autre fille qui me plaira, je vais me construire un royaume ailleurs, ou me construire un environnement dans lequel je peux apporter quelque chose, il va vouloir se venger et tuer Osiris. Et Osiris, de la même manière que Mufasa, les Égyptiens disent qu'il n'est pas vigilant. Il est plus vigilant parce que ça fait longtemps qu'il est là, et du coup il perd son attention, et il ne se méfie pas de Seth. Donc exactement la même histoire. Il ne se méfie pas de Seth. Seth l'invite à un repas, il le drogue et il le découpe en morceaux, il distribue les morceaux dans toute l'Égypte. Donc il meurt parce que manque d'attention. C'est exactement la même histoire que celle de Scar. Et au passage, ça je ne l'ai pas dit dans l'autre groupe, mais Seth, le mot Seth a donné plus tard le mot Satan. C'est-à-dire que Satan, dans la mythologie biblique, il est hérité du personnage de Seth. Et Jésus de Horus. Mais bon, Horus, j'en parlerai plus tard. Et je voulais ramener ça à quelque chose de plus concret en parlant d'un autre mythe qui est celui de Caïn et Abel dans la Bible. Caïn et Abel, c'est les premiers humains. C'est les fils d'Adam et Ève, qui eux sont mi-humains, mi-dieux. Adam et Ève, c'est les premiers vrais humains nés d'humains. Adam et Ève, Caïn et Abel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les deux font des sacrifices pour plaire à Dieu. Sauf que ce qui est dit entre les lignes, c'est que Abel, il fait des sacrifices avec le cœur,
Caïn, il fait des sacrifices pour faire des sacrifices, mais en gros, il essaie d'en faire le moins possible pour obtenir le plus. Et évidemment, Dieu n'est pas dupe, il récompense Abel, et il ne récompense pas Caïn. Et Caïn, encore une fois, plutôt que de se dire « bon, c'est ma faute, c'est parce que je fais n'importe quoi », il va vouloir se venger de Dieu en tuant Abel, alors qu'il l'admire. Il l'admire de tout point de vue, mais il est tellement jaloux et il n'arrive pas à prendre ses responsabilités, donc il va vouloir se venger de Dieu en tuant Abel, ce qu'il fait. Ouais. Je vous interromps simplement pour préciser effectivement. Oui, ce qui montre là effectivement dans ces différents exemples, c'est comment à un moment il y a ressentiment, hein, il y a impossibilité, vous l'aviez dit dans l'autre groupe, donc c'est difficile, hein, ouais. voilà. Il y a ressentiment, hein, et plutôt que de faire, comme il l'a dit, un effort sur soi pour aller au-delà, hein, ce ressentiment ne mène pas à une prise de responsabilité ou à une prise de conscience de qu'est-ce qui se passe mal, hein, avec moi, mais vise effectivement à exterminer l'autre. Hein, qui est aussi, comme il vous l'a dit, la personne admirée. Mais comme on ne peut pas être pareil, ou comme on n'y arrive pas, ben on préfère supprimer la personne. Hein. Et en même temps, les trois mythes aussi montrent aussi que ce dont il s'agit de se méfier, c'est la mauvaise part de nous-mêmes. Voilà. Donc ça rejoint le thème de la paranoïa qu'on a vu un peu avec la projection, qu'on a vu un peu dans le cours. Oui, exact, ça rejoint la paranoïa, et c'est vrai que c'est ce que j'ai failli oublier de dire avant et que j'aurais certainement oublié de dire là, c'est que on voit ces personnages comme voilà, ces deux personnages séparés, mais encore une fois, la question que j'ai posée là-bas, c'est qui d'entre vous ne s'est jamais senti jaloux de quelqu'un qui réussissait ou de quelqu'un qui avait ce qu'on n'avait pas? On a tous cette part de jalousie, ce qui veut dire qu'on a tous en nous Scar. On a tous en nous Mufasa, mais on a tous en nous Scar aussi, et c'est ça le vrai danger. Et c'est ça notamment qu'il est nécessaire d'aller explorer avec la psychanalyse, et je l'ai dit dans le groupe, donc je le dis aussi ici. Pour moi, aujourd'hui, ça c'est pas Jordan Peterson qui le dit, c'est moi, enfin, il le dit probablement aussi, mais pour moi, il est impossible aujourd'hui de réussir un couple sans aller observer cette part d'ombre, parce que ça va ressortir dans le couple, ça va s'exprimer dans le couple. Et du coup, justement, ça me fait ma transition. On voit ces mythes, c'est des histoires, sauf qu'elles ont lieu aussi dans la vraie vie. On parlait avant avec Madame Coty des terroristes, notamment, enfin plus particulièrement des terroristes blancs, que sont Breivik par exemple, que sont les tueurs de l'école Columbine. C'est un peu la même chose, ils développent du ressentiment, et quand ils tuent, ils écrivent, et notamment celui de Columbine, il a écrit qu'il allait faire payer à tous ceux qui l'ont ignoré par le passé. Donc que ce soit les hommes ou les femmes, il va faire payer à tous ceux qui l'ont ignoré. Et là, récemment, cette année, il y a eu 2 attentats faits par des gens qui se qualifient de incel. Incel, c'est involuntary celibate, c'est des mecs qui sont célibataires malgré eux, qui font partie d'un groupe plus grand qui s'appelle MGTOW, ça veut dire Men Going Their Own Way, ça veut dire des hommes qui suivent leur propre chemin, loin des femmes. Et en gros, ce groupe, qu'est-ce qu'ils disent? C'est des gens qui m'écrivent, je vois ce qu'ils écrivent. Ce qu'ils écrivent, c'est toujours la même chose. C'est, ouais, les femmes, elles n'ont rien à faire, elles ont n'importe quel mec, elles sortent une fois en soirée, elles ont n'importe quel mec, et nous, on fait des efforts, on va à la muscu, on fait plein de choses, et pourtant elles nous ignorent. Elles nous ignorent, du coup, on les déteste, et du coup, soit on les déteste et on reste calme dans notre coin, men going their own way, soit on les déteste et du coup on s'en venge, et ça mène à des attentats, ça mène à des viols, ça mène à toutes les violences du quotidien qu'on peut voir sur les hommes, des hommes sur les femmes. Non, mais c'est très bien, simplement justement pour mettre en relief ce que vous dites. Voilà, là aussi on a un cas de ressentiment, plutôt que d'être dans l'attitude que chacun va avoir en psychothérapie, je dis même pas en analyse, c'est-à-dire bon, j'y arrive pas dans ma vie, je suis triste, j'ai encore une peine de cœur, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Je veux essayer de comprendre, je veux pas que ça se reproduise. Bon, mais là c'est être responsable et aller essayer de voir comment on s'y prend mal, peut-être effectivement parce que on retombe dans des histoires pas bien, parce qu'on a vécu des choses et on interprète mal, on va s'attacher à des gens qui valent pas la peine, etc. Plutôt que d'avoir cette part de responsabilité, vous voyez comment dans le cas de ces personnes qui deviennent dangereuses, c'est
je suis parfait, je fais tout ce qu'il faut, je suis le meilleur ou la meilleure d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des cas de nana, donc ce sont les autres qui sont les méchants, hein, et j'ai le droit de les punir parce que c'est de leur faute si je suis malheureux. Hein. Donc voilà aussi comment, je dirais, ça sera le dernier mot, je dirais là-dessus, je laisserai comment, en faisant une démarche de psychothérapie ou de psychanalyse, on n'est pas moins fort, au contraire, hein, on va aller voir ces aspects les moins, entre guillemets, reluisants, mais du coup, on va mieux contrôler ce qu'on est, et on pourra, je dirais, apporter plus de bonheur autour de soi, parce qu'on ne va pas répercuter ces aspects sur les autres. Voilà. Ouais, et du coup, je dirais même plus, pour moi, c'est le seul moyen de devenir vraiment fort. D'aller, pour moi, c'est pas moi, c'est Jung notamment, c'est d'aller se confronter à ces zones d'ombre. Et du coup, je parle des hommes avec MGTO, Men Going Their Own Way, mais il y a aussi l'équivalent féminin, ce serait ce qu'on appelle les féminazis. Donc, c'est les féministes extrémistes qui vont vouloir punir les hommes, qui vont vouloir se venger des hommes, etc. Et plutôt que de prendre leurs responsabilités, j'avais dit brièvement, je ne l'ai pas dit dans quelle heure il est. Bon. Il y a la question de, je ne l'ai pas dit dans l'autre cours, mais c'est pas grave, là j'ai le temps. Il y a la question des différences de salaire entre les hommes et les femmes. C'est un sujet très fort aux États-Unis en ce moment. En France, je ne sais pas trop, mais bon, c'est un sujet. Et il y a deux façons de réagir. Soit je peux dire, ah ben c'est à cause des méchants hommes, du coup je vais les punir, qui est globalement l'approche des féminazis. Soit il y a la prise de responsabilité, qui serait de se dire, ok, qu'est-ce que moi je fais en tant que femme qui fait que je suis payée moins que Jean? Et un truc que Jordan Peterson dit, c'est que quand il travaille avec des femmes en thérapie, qui veulent travailler sur cet aspect-là, il les entraîne à négocier. Il les entraîne notamment à dire non et à dire soit j'ai tant, soit je pars. Et c'est en développant cette capacité d'agressivité contrôlée que les femmes peuvent obtenir ce que les hommes obtiennent statistiquement plus naturellement parce qu'ils sont statistiquement plus agressifs. C'est un peu ça que dit Jordan Peterson et qui me semble important parce que si je suis une femme et que je me dis c'est la faute des hommes, je ne peux pas trop agir, quoi. Il faudrait que je change toute la société, il faudrait que je change toutes les structures des entreprises, c'est compliqué. Alors après, quand même, je pense qu'il faut quand même que dans la loi, il soit bien stipulé que les femmes peuvent avoir les mêmes droits et les mêmes... et voilà, il faut que dans la loi, les choses soient égales. Mais c'est vrai que même quand dans la loi, les choses sont égales, eh bien... quelquefois, on se débrouille, on ne sait pas trop comment ça se fait, mais une femme, effectivement, bizarrement, elle va être moins payée. Mais je suis d'accord avec vous, mais quand même, il faut aussi pouvoir changer certains aspects de la société pour que quand même les contrats, ça aille de soi, qu'ils soient faits à peu près de manière, enfin, même carrément de manière égale, c'est-à-dire par exemple, qu'un homme n'ait pas l'idée que si une femme a des responsabilités, elle est capable de moins les assumer qu'une femme. Ça, voilà. Hein. Ouais, c'est du coup l'ordre. Ça passe dans les mentalités. Mais je suis bien d'accord aussi, il faut que les femmes se défendent, comme d'ailleurs les hommes doivent se défendre sur certaines choses. Ouais, voilà. L'idée, c'est bien sûr qu'il faut que la loi retranscrive ça, mais l'idée, c'est si on prend ses responsabilités personnelles, on a un levier d'action peut-être plus rapide, plus immédiat. Et donc l'idée, voilà, c'est on a tous Scar en nous, on a tous cette part d'ombre en nous, et si on ne fait rien, cette part d'ombre va nous dévorer. Donc c'est le cas des gens qui se laissent dévorer par la vie et qui sortent plus de chez eux globalement, ou alors on risque de devenir le dévoreur nous-mêmes, c'est-à-dire le prédateur, celui qui se venge littéralement sur le monde. Et du coup on a cette part d'ombre, d'accord, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que je vais passer à une deuxième partie et parler du dragon. Le dragon qui ressort dans tous les mythes. Et l'idée, c'est le courage d'affronter le dragon. Le dragon, c'est aussi les zones d'ombre, etc. Et le premier mythe dont je voulais parler, bon, j'ai un peu le temps, je vais aussi parler, il y en a un autre, j'avais noté, j'ai pas eu le temps de dire ça tout à l'heure, mais je vais en parler très brièvement, la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, qu'est-ce qui se passe? Ses parents ne veulent absolument pas qu'elle fasse face à l'ombre, à Maleficent, je ne sais plus comment c'est en français, Maléfique. Ils ne veulent absolument pas qu'elle rencontre Maléfique. Ils veulent la protéger de Maléfique, du coup ils ne l'invitent pas au baptême, et du coup Maléfique se venge et
lance un maléfice, et parce que la Belle au bois dormant est naïve, elle n'a jamais vu le mal, elle ne suppose pas le mal, donc elle se fait piquer et elle subit. Donc l'idée, voilà, c'est si j'ignore la part d'ombre, je me fais piquer. Mais je peux aussi aller affronter la part d'ombre. C'est ce qui se passe dans Harry Potter 2, où il descend dans les profondeurs, affronter le basilic. Le basilic, c'est un grand serpent, mais le serpent et le dragon, c'est un peu la même chose. Ça représente notre ennemi éternel, qui est le serpent, parce que, bon, pour ceux qui croient en l'évolution en tout cas, parce que le serpent, c'était notre adversaire principal quand on vivait dans des arbres, globalement. C'était notre prédateur principal, donc ça devient l'ennemi de toujours, le serpent et le dragon, qui est une version améliorée du serpent. Et donc Harry Potter doit aller faire face au basilic. Il doit descendre dans les profondeurs, dans l'ombre, faire face au dragon, mais il n'est pas prêt encore. On ne sait pas comment il va le tuer, lui-même ne sait pas comment il va le tuer. Ce qui veut dire qu'il a le courage d'y aller, mais il n'est pas encore le héros capable de tuer le basilic. Et c'est en allant confronter le dragon que l'épée va apparaître et qu'il pourra tuer le basilic. Donc là, le point intéressant, c'est pas il faut que je sois un héros. Plus concrètement, c'est pas il faut que j'ai confiance en moi pour faire tel ou tel truc, c'est je vais faire tel ou tel truc, et la confiance vient pendant et après. Parce qu'au fur et à mesure, Harry, il a de plus en plus confiance. Il est un peu, j'allais dire malade mental, il est un peu téméraire parce qu'il se confronte beaucoup au risque, mais c'est ça, il devient héros en se confrontant au risque. Maintenant, il y a un autre élément lié au dragon, c'est que là, dans Harry Potter, il sauve la Vierge, Ginny, c'est un dérivatif de Vierge, et c'est l'histoire aussi de Saint Georges qui combat le dragon, qui sauve la Vierge, etc. Mais il y a aussi beaucoup l'idée d'un trésor quand on combat le dragon, et c'est le cas dans Bilbo le Hobbit. Dans Bilbo le Hobbit, Bilbo, il est petit, gros, il est faible physiquement, il n'a rien d'un héros au début. Sauf qu'il part en quête, et au fur et à mesure des événements, il se confronte à des petits dragons, il grandit, il fait face au grand dragon, il le bat, et derrière, il peut ramener le trésor du dragon. Et donc ce que ça veut dire, c'est en me confrontant au dragon, déjà je deviens un héros, mais en plus j'obtiens des récompenses que je vais pouvoir redistribuer et repartager à la communauté derrière. Donc c'est pas juste je deviens héros pour moi, c'est je deviens héros et derrière j'apporte à ma communauté ce que je peux apporter. Et le troisième exemple de dragon dont je voulais parler, qui est un peu l'exemple suprême, c'est Daenerys dans Game of Thrones. C'est la mère des dragons. Et Daenerys, plutôt que de combattre le dragon, elle embrasse le dragon. Elle prend les œufs dans ses bras, elle va dans le feu, et elle est résurrectée, je crois, avec les dragons. Ce qui fait que derrière, plutôt que de combattre le dragon, elle chevauche le dragon. Et ça, c'est intéressant, et ça fait référence au symbole du yin et du yang. Ces mythes sont aussi une métaphore de tout travail psychothérapeutique. Hein. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on a la part d'aller affronter sa part d'ombre, ou de tout effort sur soi, d'ailleurs, hein, de tout effort sur soi. Hein. Pour faire un effort, il ne faut pas être tout armé, il faut y aller humblement, et c'est comme ça qu'on récupère de la force. Mais vous voyez, comme ce sont des mythes qui montrent une part de responsabilité, et c'est vrai que cette part de responsabilité, généralement, c'est celle qui permet aux sociétés de vivre le mieux. Hein. Parce que si on vit dans des sociétés de la méfiance ou du ressentiment et de la vengeance, bah ça part... voilà. C'est des sociétés généralement extrémistes, et c'est des sociétés qui mènent à des guerres ou à des conflits et qui se détruisent. Oui, quelque chose que vous aviez dit aussi dans le cours d'avant par rapport à ça, c'est que c'est probablement pour ça que ça fait peur. Quand on va en thérapie, que ça incite à esquiver, des fois il y a des patients, ils viennent une séance, puis ils viennent plus 3 séances, puis ils reviennent, etc. Ça fait peur parce qu'on confronte des dragons. C'est un vrai combat intérieur. Et donc l'idée du yin et du yang, c'est on a besoin des deux. Le yin, qui est l'ordre, c'est la structure. Donc on a besoin de structure, sinon tout part en vrille. Mais on a besoin du chaos aussi. Le chaos, c'est la force créatrice. C'est un truc que je n'ai pas dit aussi dans l'autre groupe, mais les neurologues aujourd'hui comparent
les deux hémisphères du cerveau avec ce symbole-là. C'est-à-dire qu'en gros, le cerveau gauche, c'est celui qui travaille avec ce qu'il connaît, qui trie, qui range en catégories. Et le cerveau droit, donc c'est l'ordre, et le cerveau droit, c'est le chaos, c'est celui qui s'intéresse plus à l'ensemble. Et donc la force créatrice, ce qui veut dire que pour créer des choses, il faut être quand même en contact avec le chaos. Si c'est que l'ordre, ça devient une tyrannie. Si c'est que le chaos, ça devient une anarchie. Ce qui veut dire que la position idéale, c'est d'être sur la ligne entre les deux, entre l'ordre et le chaos. J'ai la structure de l'ordre, mais j'ai la créativité du chaos. Donc le potentiel de création est dans le chaos. Maintenant, je voudrais rentrer dans la dernière partie qui touche à l'œil divin et à la vérité. Dans le Roi Lion, l'œil, c'est Zazu, c'est l'oiseau. Tous les matins, Zazu, il va voir Mufasa et il lui dit, voilà, il s'est passé tel et tel truc dans le royaume. Il l'avertit des dangers ou des choses qui se sont passées dans le royaume. Et surtout, Zazu, il se méfie très clairement de Scar. Il sait, Zazu, à quel point Scar est dangereux. Et quand Mufasa demande à Zazu, qu'est-ce que je devrais faire de Scar, Zazu il lui répond, il ferait un beau tapis. Donc il lui dit, en gros, il faut le tuer. Mufasa n'écoute pas Zazu, du coup Mufasa meurt, et surtout quand Scar devient roi, il enferme Zazu. Donc il prive l'œil de sa liberté. Et dans le cas de Osiris et Seth, le fils d'Osiris, c'est Horus. Horus, c'est l'oiseau, c'est celui qui voit. Et aussi dans Game of Thrones, je l'ai dit avant, on a Bran, c'est l'oiseau. Bran, c'est le corbeau, c'est celui qui voit. Donc c'est pour ça qu'il va être, à mon avis, capital dans la saison 8. Il va pouvoir anticiper les mouvements de l'armée des morts, qui représente le déluge dont je parlerai, la vague inarrêtable. Et donc, Horus, il voit la vérité. Il voit la vérité chez son oncle Seth, et c'est ça qui va lui permettre d'éliminer Seth. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant face à cette zone d'ombre, en faisant face à l'ombre Seth, il perd un œil, qu'il récupère après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne le reprend pas pour lui. Il va aller le donner à Osiris, qui a été déglingué parce qu'il avait justement perdu la vue. Et ce qui est intéressant avec Horus, c'est que c'est celui qui voit la vérité. On a celui qui voit la vérité, mais dans la Bible, on a Dieu qui est celui qui exprime la vérité. Quand il parle, les choses deviennent réelles. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il exprime la vérité. Et il y a un Dieu qui est plus ancien que le Dieu de la Bible, qui s'appelle Marduk, qui est babylonien. C'est l'histoire la plus ancienne qu'on connaisse. Elle a 6000 ans. Et Marduk, il a des yeux partout autour de sa tête, ce qui veut dire qu'il voit la vérité. Et Marduk, il a des mots, ces mots sont magiques. Donc ce qu'il exprime, ça devient la vérité. Donc il a deux armes liées à la vérité. Il voit la vérité, il exprime la vérité. Et il va faire face au dragon du chaos avec une troisième arme qui est un filet. Et ce qui se passe, c'est qu'il va encercler le chaos dans le filet. Donc il le délimite. C'est aussi quelque chose que vous avez dit dans le cours d'avant, qui est qu'en psychothérapie, qu'est-ce qu'on fait? On délimite le chaos de nos vies. Donc Marduk affronte avec ses armes le chaos, il délimite le chaos, il le coupe en morceaux et il en fait le monde, à partir des morceaux, il fait le monde dans lequel les humains vont vivre. Or, la Talking Cure de Hannah O, les psychothérapies, enfin les thérapies par la parole, ce n'est rien d'autre que ça. J'encercle le chaos dans ma vie, donc je le délimite, je le coupe en petits morceaux et je me reconstruis un monde dans lequel je peux vivre. Et donc c'est ça que je trouve intéressant avec ces histoires, c'est qu'elles montrent que la psychothérapie, quelque part, elle existe dans les esprits depuis toujours. Et c'est un autre truc, un exercice que Jordan Peterson conseille, c'est pendant une semaine, observez ce qui se passe physiquement dans votre corps quand vous dites un mensonge ou quand vous cachez la vérité, quand vous dites quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Essayez de voir ce qui se passe physiquement en vous. Et inversement, quand il y a quelque chose où vous n'osez pas trop le dire mais vous dites la vérité, essayez de voir ce qui se passe physiquement en vous et vous verrez que ces histoires de névroses qui sont issues de la parole, ce n'est pas du tout des paroles en l'air. Vous pouvez le sentir instantanément quand vous dites un mensonge, qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui n'est pas terrible. Et donc,
Voilà, encore une fois, Marduk, il exprime la vérité, il voit la vérité, il délimite, et c'est ça qui lui permet de vivre dans un environnement, d'offrir un environnement sain aux hommes. Et donc pour conclure, je voulais citer l'idée du déluge. Le déluge, c'est dans la Bible cette grande vague qui vient éclater tout le monde, mais elle existait avant la Bible, elle a existé après la Bible dans d'autres peuples. Il y a toujours cette idée de grand cataclysme qui vient et qu'on se prend dans la tronche. Or, si vous avez déjà connu une mauvaise rupture, une rupture difficile, c'est ça qu'on ressent. C'est un grand déluge. Si vous avez déjà connu la perte d'un proche, c'est un déluge. La perte d'un emploi peut être un déluge. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en tant que futur psychologue, vous allez rencontrer des gens qui ont vécu des déluges, qui viennent vous voir justement parce qu'ils viennent de se prendre une vague énorme dans la tronche. Et dans le mythe de la Bible, on a Noé, qui crée une arche qui permet aux gens de traverser et de s'en sortir. Et pour moi, si je suis très motivé à l'idée de faire ce métier-là, c'est parce que, pour moi, tous les psychologues sont des Noé en puissance, des gens qui construisent des arches pour aider les gens à traverser le déluge qu'ils ont rencontré. Donc voilà, c'est tout pour ça, et merci de votre attention.